Donc, je suis très content, très heureux d'être ici pour vous parler des luttes qui ont animé le Québec au cours des 2 dernières années dans le domaine de l'éducation, mais des services publics en général aussi. Ça donne bien parce que nous avons traversé au cours de la dernière année une période de négociation pour défendre les services publics dans leur ensemble, dans son ensemble, mais aussi l'éducation publique. Et il y a aussi eu une tentative de grève sociale illégale chez les profs de cégep, là, et j'aimerais ça aussi vous en parler au cours de cette présentation. Alors, avant une petite mise en contexte, le 7 avril 2014, sans le savoir, parce qu'il en était nullement question pendant la campagne électorale, les Québécois et les Québécoises ont élu un gouvernement très néolibéral, en amour avec les mesures d'austérité, les compressions budgétaires, le déficit zéro et l'équilibre budgétaire. Mais il en était, comme je vous l'ai dit, nullement question pendant la campagne électorale. Ce gouvernement-là, malgré les avis de l'OCDE, du FMI, a décidé d'exercer et de mettre la hache dans les services publics, que ce soit en santé, dans les services sociaux, en éducation. On parle de plus d'1 milliard de dollars de compression en enseignement supérieur et dans un des services, qui est un joyau de la société québécoise, qui sont les centres de la petite enfance. Au total, on parle de compression de plus de 4 milliards de dollars en 2 ans, pour une population d'environ 7 à 8 millions d'habitants. C'est énorme. Alors, face à ce gouvernement, et parce que aussi, lors de la ronde de négociation de 2005, le gouvernement libéral aussi avait imposé une loi spéciale, on a décidé d'unir nos forces et de créer ce qu'on appelle un front commun. Je vais vous épargner le détail des acronymes, mais disons qu'il y avait 3 grandes organisations qui formaient le Front commun, le SISP, le Secrétariat intersyndical des services publics, auquel la CSQ appartenait, était affiliée, la Fédération des travailleurs du Québec, ainsi que la Confédération des syndicats nationaux. Au total, c'est plus de 400 000 travailleurs et travailleuses des secteurs publics et parapublics qui se sont unis pour faire valoir leurs demandes. Il y avait un gros rattrapage sur le plan salarial à faire avec le secteur privé, principalement syndiqué, et aussi le secteur public, là, surtout au sein des municipalités. C'est pour ça qu'on demandait, entre autres, sur le plan salarial, une augmentation de 4,5 % par année pendant 3 ans. Il y avait aussi là-dedans, dans cette demande, un 2 % pour pouvoir là, couvrir l'augmentation du coût de la vie, et parce qu'on voulait venir aussi en aide aux plus bas salariés de nos organisations. On a aussi revendiqué un montant fixe qui serait versé là, donc, en montant fixe, parce qu'on sait qu'un tel montant a plus d'impact sur un bas salaire que sur un haut salaire. On voulait aussi réduire la précarité chez les membres. On voulait aussi réduire le recours à la sous-traitance, parce que c'est une façon de plus en plus de privatiser les services publics, le recours à la sous-traitance, et de privatiser, entre autres, l'éducation. Alors, ça faisait partie aussi de nos revendications. Et de façon générale, là, on voulait que le gouvernement revalorise les services publics là, en pratiquant davantage une politique d'attraction et de rétention du personnel des services publics. Mais ce qui est important de dire dans cette lutte que nous avons menée et que je pense que nous avons en bonne partie gagné, c'est tout le travail qui a été fait en amont, avant la négociation, de la part surtout du personnel de l'éducation, que ce soit les enseignantes, le personnel de soutien ou les professionnels. Il y a beaucoup de nos fédérations à la CSQ
qui ont mené des campagnes de valorisation de la profession pour sensibiliser la population à l'exercice de leur métier, qui est souvent mal connu. Ça a commencé, entre autres, avec la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui conviait la population une fois par mois, à peu près, dans toutes les régions du Québec, à venir courir pour montrer qu'exercer le métier d'enseignant et d'enseignante dans un contexte de compression budgétaire, c'est tout un défi, c'est tout un marathon. Et il y a plus de 6 000 personnes qui ont participé sur environ une période d'1 an à cette activité-là. Les 3 fédérations qui représentent les enseignants, le personnel de soutien et les professionnels se sont aussi unis pour mettre en branle une campagne de valorisation des 3 professions et de sensibilisation de la population et des parents à l'exercice de leur métier. Cette campagne-là a vu le jour sur les réseaux sociaux, mais a aussi fait l'objet d'une petite publicité de 30 secondes que j'aimerais bien vous montrer là, à la télévision. Merci. En fait, avec cette publicité et cette campagne, il s'agissait de démontrer qu'avec les compressions de 1 milliard, si les enfants au Québec sont encore scolarisés, si les enfants peuvent encore entreprendre des études secondaires, c'est grâce au personnel de soutien, aux enseignantes et enseignantes et aux professionnels qui tiennent l'école carrément à bout de bras, malgré le peu d'argent neuf investi dans nos institutions. Ce qui nous amène, donc, avec ce travail en amont, avant la négociation, comme je vous l'ai dit, on est allé chercher des mandats de grève, donc auprès là, des 400 000 membres du secteur public et parapublic. Dans le secteur de l'éducation, parce que ça faisait longtemps, parce qu'on croyait aussi à nos demandes, parce qu'on croit à l'éducation publique, on a réussi à aller chercher des mandats qui sont très forts. Vous voyez, donc, chez les enseignants, plus de 78 %, chez le professionnel de soutien, plus de 81 % et chez les personnels de professionnels, plus de 80 % aussi. Et cette campagne de sensibilisation, cette recherche de mandat de grève a aussi permis de sensibiliser encore davantage la population, tellement qu'il y a un mouvement, une mobilisation citoyenne qui a vu le jour au sein de la société québécoise, dont le nom était et est toujours « Je protège mon école publique ». Des parents, des personnes de la population en général, qui, face aux compressions et aux mesures d'austérité du gouvernement dans le domaine de l'éducation, ont décidé de défendre l'école publique, entre autres symboliquement en réalisant des chaînes humaines autour des différentes écoles du Québec. Et ça a eu un impact médiatique très, très, très important. En enseignement supérieur, et on parle ici pour le Québec particulièrement des cégeps, c'est-à-dire un établissement, une institution assez unique au monde, où on retrouve des étudiants et des étudiantes qui sont inscrits dans des programmes de 3 ans qui mènent directement au marché du travail, et des étudiants et des étudiantes inscrits dans un programme de 2 ans qui conduit la plupart du temps à l'université. Alors, ce sont des employés des secteurs publics et parapublics payés par l'État, qui se sont aussi mobilisés au cours de cette négociation-là et qui ont obtenu des mandats très forts aussi. Vous avez les chiffres ici. Quelques photos de la mobilisation donc, du printemps et de l'automne 2015. Lorsqu'on avait fait la grève la dernière fois, en 2005, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça faisait 10 ans, on a eu le droit à une loi spéciale de retour au travail très, très, très dure et qui a aussi défini nos conditions de travail. Il y avait beaucoup, beaucoup de craintes et d'inquiétudes chez nos membres pour dire si on donne un mandat de grève aux organisations syndicales, c'est sûr que ce qui nous attend, c'est une loi spéciale et on ne sera pas plus avancé. Mais devant l'ampleur des mesures d'austérité et des compressions, on a quand même obtenu ce mandat, mais on s'est dit qu'il fallait l'exercer de façon intelligente pour ne pas donner de prétexte au gouvernement d'adopter une loi spéciale, mais aussi pour minimiser les impacts financiers auprès de nos membres. C'est pour ça qu'on a décidé d'adopter une stratégie de grève rotative par région. Une journée, un certain nombre de régions étaient en grève,
La deuxième journée, d'autres régions, et etc., pendant 4 jours, ce qui a culminé aussi au sein d'une journée de grève nationale. Et là, vous avez 2 tableaux qui résument finalement les gains et un certain nombre de compromis aussi que nous avons réalisés au cours de la dernière ronde de négociation. Vous pouvez remarquer, entre autres, que l'offre de l'État québécois en ce qui concerne les salaires était de 3 % sur 5 ans, ce qui correspondait là, à 2 années sans augmentation de salaire, alors qu'on a réussi à obtenir 9,15 % sur 5 ans. Il y a une partie de cette diapositive-là qui n'a pas été traduite. C'est soit par omission de la traductrice ou soit parce qu'elle ne comprenait pas c'est quoi ça voulait dire, la structure salariale. Moi, je peux vous dire qu'après 1 an, elle ne comprend pas non plus, tout à fait non plus. C'est une question de comparatif et de comparaison entre les structures d'emploi, ce qui fait en sorte que certaines catégories d'emploi vont obtenir des augmentations plus élevées que d'autres. Et ça, c'est une des leçons que nous tirons de cette négociation-là, de ne pas s'embarquer dans une négociation où on obtient des augmentations différenciées selon les différentes catégories d'emploi parce que ça devient extrêmement diviseur. Et on a réussi aussi, et ça je crois que c'est un gain important de la dernière ronde de négociation, à contrer toutes les demandes du gouvernement sur la retraite, sauf une où on a réussi à en arriver à un compromis. Et enfin, il y a un mouvement qui est parti de la base au cours du mois d'avril 2015 chez les enseignantes et enseignants de cégep. Ce ne sont pas les fédérations qui ont parti le mouvement pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement dans les services publics, qui a touché beaucoup les collèges aussi. Il y a des syndicats locaux qui ont décidé de partir un mouvement de grève sociale. Une grève sociale, au Québec, c'est illégal. On peut exercer la grève uniquement en période de négociation. On ne peut pas se servir de ce moyen de pression pour protester contre le gouvernement, sinon on nous traîne devant les tribunaux. Et c'est exactement ce qui est arrivé le 30 avril 2015, alors que plus d'une trentaine de syndicats avaient obtenu leur mandat d'exercer une journée de grève sociale. Les patrons, le patronat, avec le gouvernement, a décidé de traîner les fédérations syndicales de profs de cégep devant la Commission des relations de travail. Le Code du travail au Québec est très strict sur l'exercice d'une telle grève, de même que la loi 37 qui encadre la négociation. Mais malgré cela, malgré une ordonnance de la Cour de cesser, de ne pas exercer cette grève-là, il y a quelques syndicats qui l'ont quand même fait et qui n'ont pas subi les pénalités monétaires prévues au Code du travail, parce que les patrons dans les collèges, les administrations, sont très aussi conscientes des impacts des mesures d'austérité et des compressions, et il y avait une certaine solidarité avec les syndiqués. Et moi, j'ai assisté à beaucoup d'assemblées générales où on a parlé de la grève sociale et où on a accepté le mandat. Et ce dont je me suis aperçu, c'est un désir chez les membres de se réapproprier ce moyen-là pour pouvoir faire valoir leurs droits, mais aussi pour pouvoir protester contre un gouvernement que l'on qualifie au Québec d'austéritaire, c'est-à-dire une fusion entre le mot austérité et autoritaire. Parce qu'au Québec, présentement, il n'y a plus de dialogue social, il n'y a plus de consultation de la société civile ou des syndicats quand vient le temps, par exemple, d'adopter des politiques, et ce qui est une rupture avec les années passées et les autres gouvernements. Alors là-dessus, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.